C'est bon? Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Céline Lescope et je co-dirige la Startup Zeil. Je suis ravie de vous retrouver du coup pour cette conférence sur démarche RSE, comment attirer et fidéliser ses salariés. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés une entreprise qu'on aime beaucoup chez Zeil. C'est l'entreprise Celsi, avec laquelle nous travaillons depuis 2 ans maintenant. Et c'est important pour nous parce que chez Zeil, on est dans le concret. Donc on parle de RSE, mais on a une approche très terre-à-terre. On a un discours très simple et très terre-à-terre vis-à-vis des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et c'est par l'exemple et par le témoignage et par l'exemplarité qu'on veut tout simplement convaincre et emmener avec nous beaucoup plus d'entreprises. Du coup, Frédéric et Elodie, je vais vous laisser vous présenter rapidement avant qu'on commence notre échange. Bonjour à tous, donc moi je suis Elodie Poisson, je suis Head of People chez Celsi. C'est bon, vous m'entendez? Faut parler plus fort? Ok. Donc je suis Head of People chez Celsi. Celsi est une entreprise rochelaise, donc on habite au bord de la mer. On a fait le voyage aujourd'hui, on est pressé de rentrer. Donc mon poste aujourd'hui est lié à toute l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. On aura l'occasion d'en reparler puisque la RSE aujourd'hui est un enjeu de capital pour nos candidats qui nous posent beaucoup de questions et pour nos collaborateurs qui ont besoin de sens dans les métiers qu'ils font et donc sont ravis aujourd'hui de tout ce que Celsi engage et ils trouvent beaucoup de sens. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Coulet. Je suis le président cofondateur de Celsi, entreprise que j'ai créée avec mon associé Alain Mévelec il y a maintenant près de 13 ans. Je ne suis pas Floriane Monnier. Elle est malade. Et d'ailleurs, je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet tout de suite sur quelques chiffres clés. Alors, sans être forcément très académique, je pense que c'est important et on est là aujourd'hui sur le salon Talent, on ne sait pas pour rien, c'est de comprendre en fait l'accélération de ce mouvement en 2022. Aujourd'hui, les départements RH appliquent des process relativement classiques, mais vont être confrontés, ou le sont déjà pour la plupart, face à des attentes d'une nouvelle génération qui a une autre approche, une autre conception de l'entreprise. Et une priorisation, en tout cas dans la recherche des entreprises qu'ils souhaitent rejoindre, qui n'est pas celle du passé, et comme on va le voir. Juste quelques chiffres clés sur la RSE de façon très pragmatique. Donc la RSE, c'est 43% de la réputation d'une entreprise relève de la dimension de RSE. Un salarié qui n'est pas motivé, ça coûte à l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a une double problématique de comment recruter, mais aussi comment garder ses salariés. Tout ça, ça a un coût. Et en tant que gestionnaire d'entreprise, on sait bien ce que ça représente. C'est pas anodin, donc il faut le prendre en considération. La performance économique, c'est quelque chose d'extrêmement important chez Zeil. On est persuadé qu'en anticipant, en prenant en considération ces sujets très en amont dans notre business, c'est pas du tout une contrainte, mais au contraire, c'est une source de performance économique. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va être plus agile, on aura une équipe plus motivée, on va créer de l'innovation et je pense que Frédéric et Elodie, vous serez là pour nous donner des exemples très concrets. Si on se focalise un tout petit peu plus sur les entreprises, enfin sur les besoins des salariés, alors plus de 8 salariés sur 10 s'accordent à dire que forcément l'impact et le produit et le service de l'entreprise a une importance dans leurs choix et dans leurs orientations, mais aussi 62% des jeunes ne veulent travailler que pour des entreprises qui vont beaucoup plus loin. Le slide d'après vous liste en fait l'ensemble des critères de sélection. Alors c'est pas celui-là, là, on va passer celui d'après. Voilà, donc forcément dans leur choix très concret, puisqu'on est là de parler de recrutement et de savoir comment on peut les attirer et comment on peut faire en sorte qu'ils nous choisissent, parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il faut faire en sorte qu'ils nous choisissent. C'est certes l'intérêt de la mission, bien entendu, un lien entre leurs compétences, mais
aussi et surtout l'impact positif de l'entreprise qui arrive en deuxième position avec une accélération très forte chez les jeunes, puisque ça atteint plus de 66% entre les 18 et 24 ans. Donc ça veut dire que c'est déjà présent sur le marché, mais que ça le sera en tous les cas de plus en plus dans les recrutements à venir. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez quelques chiffres en tête sur l'évolution en fait, de ce mouvement et l'accélération de ce mouvement. Frédéric, tu as fondé l'entreprise en 2009, donc il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sous le pont. Donc je ne sais pas si tu vois en termes d'accélération alors, cette tendance. il y a une accélération que moi je remarque. Il y en a une qui a à peu près démarré il y a 5 ans. On a eu effectivement des candidats qui voulaient savoir comment on se positionnait par rapport à des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Et deuxième marqueur où j'ai vraiment senti qu'il y avait un intérêt de plus important, c'est depuis, je dirais, toute la période pandémie qui ont ouvert à des nouveaux modes d'organisation qui sont, par exemple, je pense, le télétravail. Aujourd'hui, une entreprise comme celle-ci propose 3 jours maximum en télétravail. C'est une norme maintenant. C'est une norme et ça le devient de plus en plus. Je vous invite, si vous êtes en phase de recrutement, à regarder les annonces de vos concurrents de recrutement et tout. Et vous allez voir que maintenant, ce que moi j'appelle le bouquet de services, c'est-à-dire tout ce qu'on propose aux salariés, avantages en nature et autres, n'ont jamais été aussi importants. Ça fait partie des choses qui différencient une entreprise d'une autre. Et c'est Élodie qui va rebondir là-dessus. C'est vraiment ce qu'on appelle la marque employeur. Oui, tout à fait. Alors, en termes de marque employeur, aujourd'hui, nous, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité de celle-ci, on vient de lever 55 millions d'euros. Donc, on est en phase de recrutement très, très forte sur l'année 2022-2023, puisqu'on va faire rentrer... notre souhait est de faire rentrer au moins 200 collaborateurs sur les 2 prochaines années, sachant qu'on est aujourd'hui 115. Donc, c'est tripler nos effectifs. Donc nos enjeux, en effet, c'est d'être différenciants. C'est-à-dire que oui, il y a ce que nous, on est dans le monde de la tech, de l'IT, donc on recherche principalement des développeurs informatiques et des business, des sales, des vendeurs. Donc ce sont des métiers qui sont hyper concurrentiels aujourd'hui et les candidats sont chassés 15-20 fois par jour. Moi, je sais que mes développeurs, ils se font appeler entre 5 et 6 fois dans la journée ou sollicités sur LinkedIn. Donc il faut être différenciant. Alors on peut être différenciant par le salaire, mais encore une fois, être complètement décorrélé du marché, c'est pas non plus un service à rendre ni à l'entreprise ni aux candidats. Mettre des actions en place comme les RTT, les tickets resto, quelque part, on le fait, on est en train de le faire, mais ça reste la norme. Notre objectif aujourd'hui sur cette marque employeur, c'est de créer quelque chose qui fait que les collaborateurs savent qu'ils sont chez celle-ci et pas ailleurs. Donc le télétravail, on en a parlé, mais on réfléchit à pas mal d'autres actions, comme mettre en place des vélos de fonction électrique, sachant que c'est dans des villes comme La Rochelle ou Bordeaux, c'est quelque chose qui fait vraiment sens, où La Rochelle est une des premières villes qui a mis en place des vélos en libre service, les Yellow. Moi déjà j'étais au lycée en 2005, les Yellow existaient. C'était en 76 les premiers vélos gratuits. Je n'étais même pas née. Donc on a cette culture du vélo avec des pistes cyclables partout, et pour nous c'est capital de permettre à nos collaborateurs d'avoir ça comme service, sachant qu'en plus ce n'est pas considéré comme un avantage en nature, donc c'est avantageux aussi pour tout le monde, avec la possibilité au bout de 2 ans de racheter le vélo à 10% du prix d'achat. Donc sur un vélo électrique, c'est quand même assez intéressant. Enfin voilà, on est dans ces démarches différenciantes là. Super, j'aimerais bien revenir sur le choix du modèle. Je pense que c'est aussi important de partager ça. C'est quand on est entrepreneur, quand on crée une entreprise, on choisit son modèle. Alors son modèle RSE, c'est-à-dire qu'on choisit son produit, on choisit la structure juridique avec laquelle il y a plein de modèles d'entreprise qui existent, plus ou moins coopératifs. Donc on choisit la structure juridique, on choisit le produit, et puis on choisit le modèle social, parce qu'on autant se focaliser maintenant sur la partie sociale qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de copier-coller entre les entreprises. C'est vraiment un choix. Et puis, c'est un projet qui doit être cohérent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il faut se poser.
je pense que tu l'as fait avec ton associé Frédéric, tu nous partageras. En tout cas, nous, chez Zeil, on s'est posé de dire quelle entreprise on veut être. Donc, quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, certes, mais comment le projet se définit, y compris dans la politique sociale. Et en fait, c'est la base. On ne peut pas changer de modèle, on peut changer de plan d'action, de vitesse de déploiement, mais le modèle, en tout cas, il faut qu'il reste le même, parce que sinon, il n'y a pas de continuité. Et puis, c'est difficilement lisible et donc difficilement incarné. Donc nous, on essaye, à petite start-up qu'on est, on est une vingtaine de collaborateurs maintenant, répartis sur 2 entités géographiques différentes, à Paris et à Marseille. Et on a vraiment défini ce projet en disant, le projet social, c'est ce qui va nous incarner. L'équipe et les valeurs de Zeil, c'est ce qui va nous caractériser fondamentalement. Je veux bien, Frédéric, du coup, que tu partages aussi avec l'audience la construction du modèle celle-ci, à ce niveau-là. La construction du modèle celle-ci, elle est liée surtout à une expérience. Moi, avant d'être chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise depuis déjà pas mal d'années. J'ai été salarié et j'ai vu ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, j'ai vu, alors c'était dans les années 90, donc forcément, c'était un autre modèle social. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui collaient pas, qui matchaient pas, qui faisaient pas que les gens étaient motivés. Et grosso modo, les entreprises recrutaient des gens, mais acceptaient d'avoir un turnover très important, alors que un salarié que vous recrutez, ça a 2 coûts. Un salarié que vous formez, ça a également un coût. Un salarié qui reste chez vous 5, 6, 7 ans, c'est un salarié qui a acquis une expérience de votre produit, et ça, c'est toute la valeur ajoutée. Donc, nous, la première décision qu'on a prise en créant celle-ci en 2009, qui était celle qui nous coûtait rien du tout, qui était de prendre que des gens en CDI. Voilà. Donc, chez celle-ci, il n'y a pas de CDD, il y a des contrats d'alternance, il y a des stagiaires, mais ce ne sont que des CDI. La deuxième chose également qu'on a mis en place, c'est on a voulu que nos salariés se sentent bien chez nous. Donc on a investi dans une salle de sport où ils font du sport entre midi et 2. On a investi dans une cantine où on a un traiteur qui vient tous les jours. On propose 2 plats, poisson, viande ou végétarien. Et donc on a vraiment créé dans l'entreprise tout un petit système, écosystème qui permet aux salariés de pouvoir faire du sport sans prendre un abonnement très cher. Et en plus, les abonnements des salles de sport, vous savez ce que c'est le début de l'année, je prends une bonne résolution, on fait une séance, puis 2, puis après on n'y va plus jamais. Voilà. On en avait marre aussi de voir des salariés qui mangeaient dans des grandes chaînes de restauration rapide, etc. Donc on a décidé vraiment d'apporter beaucoup de choses. Après on est allé très très loin. On a des corbeilles de fruits, on a la mise à disposition du café, de l'eau, etc. Ça c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée, ça permet aux salariés souvent de faire la différence avec ce qu'il y a comme autre avantage dans l'entreprise. Et puis nous on a un énorme avantage chez celle-ci. C'est un peu notre carte postale, c'est que nos bureaux sont situés au bord de la plage. Et ça fait toute la différence. C'est vrai qu'on a parmi nos salariés des gens qui sont des mordus de sport nautique, qui sont des mordus de footing et tout. Et c'est vrai que le cadre que nous proposons à nos salariés, c'est la petite chose qui fait qu'entre 2 entreprises, ils vont venir chez nous. Et je ne parle même pas après, quand on s'installe à La Rochelle, il y a quand même des grosses différences sur le prix du foncier, sur le fait qu'il y a de la place dans les écoles, il y a de la place dans les lycées, il y a de la place en crèche et tout. Et c'est vrai que par rapport à d'autres villes, ça aussi, ça fait la différence. Donc je pense qu'à travers ce témoignage et même... nous, ce qu'on essaye d'implémenter chez Zeil, vous comprenez que si vous recherchez en fait à intégrer une entreprise, il y a un vrai projet derrière. Et donc, dans la façon de communiquer, dans la façon dont
l'entreprise exprime en fait ce projet à travers les personnes qui les animent, mais aussi toutes les informations que vous pouvez trouver sur le site internet, les modes de communication. Et ben, vous allez comprendre la consistance de ce projet et la pertinence et la cohérence du projet. Et vous allez pouvoir facilement différencier une entreprise d'une autre. Alors après, le passage à l'action n'est pas forcément facile. Une fois qu'on a dit ça, alors eux, ils ont mis la barre haute parce que ils auraient pu se contenter de la plage. Et ben non, on est allé beaucoup plus loin. Mais malgré tout, le passage à l'action est difficile. Si je prends encore une petite start-up comme Zei, nous, on accompagne les entreprises dans leur politique RSE. Donc vous allez me dire, vous avez par définition une très bonne connaissance de ces enjeux. Donc ça pourrait être plus facile. Ben, c'est pas forcément plus facile en fait. En tous les cas, sur différentes typologies d'actions. Forcément, on a une très bonne connaissance, on a une remontée directe des bonnes pratiques de plein d'entreprises différentes, donc on s'inspire. Après, on veut aussi être innovant, donc montrer l'exemple, donc aller beaucoup plus loin que ce qui est mis en place. Il y a des actions qui sont extrêmement faciles à mettre en place, un team building éthique, la promotion du mécénat de façon continue sur toutes les actions de l'entreprise. Par exemple, chez Zei, on a mis en place un mode de communication interne qui est hyper structuré. Chaque mois, il y a une thématique. Au mois de mars, c'était l'égalité. Au mois d'avril, ce sera le bilan carbone. Donc, chacun a une lisibilité extrêmement concrète d'une thématique par mois sur lequel se déclinent en fait des ateliers, des défis. Et du coup, les salariés peuvent avoir une bonne lecture, une bonne lisibilité des informations et du coup, peut-être pas être acteur sur toutes les initiatives, mais te dire, bah écoute, je suis débordé ce mois-ci, mais je serai acteur le mois prochain. Ça, c'est important pour nous. Ça, c'est des actions qui sont relativement faciles à mettre en place à partir du moment où elles sont portées par le management et incarnées par les salariés. Il y a d'autres actions qui sont beaucoup plus dures, et on en parlait un peu plus tôt, c'est tout ce qui est finalement les solutions de gouvernance. Parce que je rappelle, au niveau du salarié, il y a plusieurs en fait actions au niveau du recrutement, au niveau de la vie du salarié, au niveau de l'entreprise, et puis son intérêt dans le capital de l'entreprise. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué. C'est quoi? C'est le partage de valeurs, finalement. Pourquoi on crée cette entreprise? C'est quoi le rôle de mon entreprise? Est-ce que c'est la rentabilité économique? Est-ce que c'est la création de valeur? Et comment je peux partager cette valeur? C'est l'accès, finalement, pour les salariés au capital. Il faut y aller, hein. Il faut défendre cette solution auprès de son écosystème financier. Et Dieu sait qu'on a besoin d'eux pour grandir et aller vite. Et donc ça, c'est tout de suite une marche qui est plus haute. Alors, heureusement, c'est la continuité d'un vrai projet. Donc, il y a un moment donné où on ne lâche pas. Mais je pense qu'il faut quand même prendre conscience que le passage à l'action reste quelque chose de, on va dire, un effort. Et que plus elle est portée par l'entreprise, plus les collaborateurs incarnent, c'est-à-dire tous les jours dans leur métier, plus ça sera facile aux dirigeants et en tout cas d'aller encore plus loin parce qu'on est dans une cycle d'amélioration continue. Et je pense que vous nous donnerez d'autres exemples chez celle-ci pour montrer que, encore une fois, il y a le point de départ, il y a là où on veut aller et la vitesse de progression. Alors sur ces sujets-là, c'est vrai que nous, au niveau du recrutement, vous en parliez de la gouvernance et de la partie aussi d'avoir des profils dans la diversité, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que on n'a pas envie, nous, de tomber dans la logique des quotas, recruter une femme parce que c'est une femme, de recruter une personne de couleur parce qu'il nous faut des personnes, ou une personne âgée parce qu'il faut des personnes âgées. On essaye vraiment de donner sa place et d'être dans un projet entrepreneurial. Moi, quand je suis arrivée chez celle-ci, c'est vrai qu'on m'a dit, on a un peu l'impression que chaque collaborateur est un petit entrepreneur dans la société, où on est dans un système de management avec beaucoup de confiance et d'autonomie. C'est-à-dire qu'en tant que manager, on est un peu à la tête de notre business unit avec la direction, le CEO, CTO qui nous aident au quotidien. Mais on a à cœur de pouvoir avoir ce projet et de proposer un projet de vie aussi dans l'entreprise. Et ça, c'est important, où chaque collaborateur peut être qui il a envie d'être, évidemment dans la limite de ce que celle-ci peut proposer, mais en tout cas, on veut porter nos collaborateurs
à pouvoir s'épanouir sur des projets personnels. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont porteurs de projets dans l'entreprise. Vous parliez de mécénat tout à l'heure. On a des associations, on aide les associations, on demande aux salariés de voter pour un nombre d'associations tous les ans, justement où celles-ci donnent de l'argent à ces associations. Donc les collaborateurs choisissent dans un sondage quelles associations ils souhaitent que celles-ci soutiennent. Donc voilà, à notre niveau, on essaye de les impliquer dans ces sujets-là. Dans quelle mesure ils sont pris d'initiative sur justement la priorisation de ces actions, ou quel mécanisme vous avez mis en place chez celle-ci pour la remontée d'informations? Parce qu'on peut animer, mais ils sont aussi pleins d'idées en fait. Alors on a la chance d'être encore une petite entreprise où la communication se fait facilement et où Frédéric notamment, qui a été porteur de la RSE depuis le début, est très accessible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui disent « Ah Fred, j'ai une super idée !» Donc c'est aussi cette facilité de communication qui fait que je pense que c'est important dans une dynamique de RSE de laisser place à la spontanéité et à l'envie de chacun de pouvoir porter son projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une logique entrepreneuriale à la fois sur notre métier, mais aussi sur ce qu'on a envie de porter. Voilà. Oui, ça c'est très important, c'est-à-dire on a beaucoup d'initiatives qui sont à l'origine de nos salariés. Il y en a plein, je pense à la gestion des tris, enfin le tri des déchets, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qu'on nous propose. Là, cette année, on regarde vraiment, là on est en train de mettre en place un plan de mobilité durable qui va nous permettre d'avoir une cartographie des trajets entre le domicile et le travail de nos collaborateurs à La Rochelle, mais également à Bordeaux. Et avec Elodie, ça va nous permettre derrière de pouvoir proposer une première offre de covoiturage avec un remboursement, bien sûr, forfait mobilité durable. Et puis la deuxième chose, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, La Rochelle, c'est 576 km de pistes cyclables. C'est l'une des villes, je crois, au nombre d'habitants, il y a 1 kilomètre de pistes cyclables qui est très important. Et donc, nous travaillons à proposer une offre de location longue durée pour des vélos. Super, effectivement, chez EY, la parole est importante, la parole est donnée aux collaborateurs. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle les EY Talks, où ils peuvent être à l'initiative d'une thématique, alors soit un soft skill qu'ils ont développé en parallèle de ses compétences professionnelles, et généralement, en fait, ces EY Talks sont à l'initiative d'un projet qui vont alimenter la politique RSE. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas être exigeant dans le choix de l'entreprise pour qu'elle ait des valeurs si derrière, en tant que salarié, on ne peut pas s'investir et entretenir et incarner cette politique RSE. Je pense que la responsabilité, oui, c'est la responsabilité des dirigeants, des fondateurs pour être à l'initiative d'une entreprise dite responsable, mais c'est aussi la responsabilité des collaborateurs de faire ce choix de venir et du coup d'entretenir et d'incarner. Elle est collective, en fait, cette responsabilité. Oui, elle est collective. Elle le devient parce que d'abord, c'est le souhait des collaborateurs. Donc, il y a un respect de toutes les initiatives qu'on met en place. C'est vrai aussi qu'on est source de propositions puisqu'il y a plein de points d'amélioration qu'on apporte année après année. C'est vrai que là, sur l'année 2021, on s'est extrêmement attaché à avoir un index EGAPRO femmes-hommes qui soit vraiment le plus révélateur de nos valeurs. Je crois qu'on affiche cette année un score de 93 sur 100. Donc c'est très très bien quand on sait quand même que la moyenne des entreprises du CAC 40, c'est autour de 67, 68, 69. Donc une entreprise comme la nôtre qui met en place l'égalité, parce que ça je crois que c'est la chose pour moi la plus importante. C'est-à-dire de dire il y a plus de femmes que d'hommes, bon, ok, mais il y a des métiers où il y aura toujours plus d'hommes et des métiers où il y aura beaucoup plus de femmes. Ce qui est important pour moi, c'est la parité en termes de salaire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous, madame, vous seriez payé 5-10% moins cher
que monsieur là-bas, à même poste, à même titre, à même niveau, à même coefficient. C'est pas normal. C'est pas normal, par exemple, de voir aussi que l'index EGAPRO, qui est une proposition d'Emmanuel Macron inscrite à la loi Pacte, on voit bien que l'État n'est même pas capable de tenir, lui, ses propres engagements, puisque je lisais hier un article, il y a encore une différence de 20 à 15% d'écart dans l'administration publique entre les femmes et les hommes. Voilà. Donc, c'est effectivement, ça, c'est des combats qui sont importants, parce que c'est pas de dire du jour au lendemain, ah, j'augmente tout le monde, etc. Non, ça se fait progressivement, ça se fait intelligemment. On a profité aussi de l'année 2021 pour pouvoir recruter des managers, des head-off. Elodie en fait partie. Il y a 3 femmes qui nous ont rejoints sur l'année 2021 en tant que head-off. Et on ne les a pas choisies parce que c'était des femmes. On les a choisies parce que leurs compétences allaient en faire du très bon personnel pour celles-ci. Voilà, c'est pour ça qu'on les recrute. Après, c'est vrai que dans des métiers comme les métiers de recherche et développement, qui sont des métiers techniques, des métiers de développeurs et tout, mais c'est vrai que là, on a effectivement un pourcentage de CV masculin plus important, mais nous avons quand même du public féminin en recherche et développement chez celle-ci. Voilà. Mais là aussi, c'est pas notre problème, c'est-à-dire qu'à la base, le système de formation en France fait que les femmes accèdent moins à ce type de métier, ce que je trouve complètement débile, parce que je pense que c'est des métiers qui demandent de la rigueur et de la cohérence, et je pense que là, les femmes en ont peut-être un peu plus que nous, les hommes. Donc c'est une parfaite transition sur en fait la nécessité de prioriser, de mettre en place des plans d'action avec différents niveaux. Donc vous le savez, Zeil, on est une plateforme digitale qui accompagne les entreprises dans la connaissance et dans le déploiement des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre conviction, c'est que quel que soit le niveau de maturité, la taille ou les caractéristiques de l'entreprise, on peut passer à l'action. Pour ça, il faut connaître ces enjeux. Donc soit on va chercher cette connaissance, soit au contraire, on s'entoure, soit de cabinets de conseil, soit de plateformes comme Zeil qui vous donne en quelques clics en fait tous les enjeux de transformation de vos business models très 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 facilement. Et puis une fois qu'on a connaissance de ces enjeux, le next step c'est de prioriser. Donc c'est piloter ces enjeux. C'est concrètement définir l'ordre dans lequel on va adresser ces thématiques-là, mobiliser les bonnes personnes de l'entreprise sur ces thématiques-là, définir des tâches extrêmement précises. Encore une fois, on est pragmatique, on est concret. On n'est pas dans l'idéologie ou dans des politiques de dire on va faire, dans 6 mois, on va prendre en considération ces sujets. Même si le marché n'est pas mature, même si les CV ne sont pas au rendez-vous, ça fait l'objet de plans d'action. On mobilise les bons collaborateurs. On sait que c'est un objectif de l'entreprise. Ça prendra le temps qu'il faudra en fonction de la maturité marché. Par contre, on le définit, on le suit, on le monitore et on le mesure. Et en fait, la mesure est hyper importante parce que, encore une fois, pour convaincre les partenaires, pour convaincre les salariés, pour convaincre l'écosystème de l'entreprise, il faut bien montrer d'où on vient, vers où on veut aller et le niveau de progression. Et qualifier ce niveau de progression. Et j'en parlais ce matin avec la BPI, par exemple. La mesure dans notre système est importante. Et je veux bien que vous, du coup, celle-ci utilise Zeil quotidiennement pour piloter ces enjeux. Elodie, je veux bien que tu partages un peu ton retour concret de ce pilotage et long terme pour continuer à avancer. Alors c'est vrai que dans notre domaine, on parle beaucoup de roadmap. Et Zeil nous aide aujourd'hui concrètement à avoir cette roadmap sur la RSE avec des indicateurs très concrets sur lesquels parfois on a de l'emprise et parfois un peu moins. Et ça, vous êtes très actifs pour nous aider et on vous en remercie. On a, à l'initiative de Frédéric cette année, créé un comité RSE avec plusieurs parties prenantes de l'entreprise dont Frédéric fait partie, dont je fais partie. On a également notre responsable juridique et légal qui en fait partie. On a Floriane Monnier,
qui aurait dû être là aujourd'hui, donc qui est notre responsable communication et qui est aussi très impliqué sur ces sujets-là, et un autre membre du CSE. Donc pour nous, ce sont des personnes qui sont impactantes dans l'entreprise, qui ont chacune une approche différente et une vision différente de ce qui peut se faire, et également des personnes qui ont des remontées des collaborateurs sur lesquelles celle-ci est attendue aujourd'hui au niveau RSE. Parce que moi, j'ai ma vision et mon prisme RH recrutement, le CSE en a un autre, le côté juridique et compliance est aussi là pour nous dire « Ah bah non, ça c'est pas possible ». Enfin voilà, on a vraiment ce besoin aujourd'hui de piloter et on se sert de ZAI au quotidien grâce à ces indicateurs-là. Effectivement, concrètement, c'est chacun dans son métier, dans son rôle, qui est acteur de l'animation de cette politique. Donc, on a besoin d'une communication interne fluide, d'un même niveau d'information, finalement. Et souvent, il y a des complémentarités, en fait, dans les enjeux. Donc, si on n'a pas la bonne information de là où en est l'autre équipe, eh ben, ça peut forcément ralentir le process. Alors, notre comité se réunit une fois par mois en termes d'organisation. Là, on a fait notre première réunion il y a 15 jours. Et l'idée est de pouvoir avancer en se mettant des axes prioritaires. Ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est important d'être dans le concret et de voir. Donc, on parlait du plan mobilité durable, qui est aujourd'hui notre vrai enjeu, je pense, sur cette année, et pour permettre aussi un confort aux collaborateurs. Je pense que les aider dans leur déplacement au quotidien, même si on est à La Rochelle, on n'a pas beaucoup de bouchons, mais voilà, améliorer ça donne du sens et ça aide dans la qualité de vie. Et en termes, si on réfléchit maintenant sur la communication externe, alors si par exemple c'est afficher le profil ZAI ou tous les engagements de l'entreprise au niveau du recrutement, par exemple des annonces, ça peut être des initiatives que nous on a mis en place avec un certain nombre de job boards pour dès en fait l'origine de l'offre d'emploi avoir une connaissance de ce que fait concrètement l'entreprise. Est-ce qu'elle est engagée, est-ce qu'elle n'est pas engagée? Mais quel est son niveau en fait d'engagement et d'ambition. Donc ça, c'est sur lequel on travaille. Mais pour revenir très concrètement à celle-ci, en termes de communication externe, parce que je sais que c'est important pour vous, comment vous adressez en fait les enjeux, même sociaux ou RSE de façon générale, et en quoi c'est important en fait? On utilise beaucoup les réseaux sociaux pour relayer notre politique RSE. Là aussi, il faut y aller mollo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mettre les deux pieds dans le plat, parce que sinon vous risquez d'être considéré comme entreprise qui fait du greenwashing, donc c'est pas le but. C'est vraiment d'être très transparent, de choisir les thèmes sur lesquels on souhaite communiquer. Nous en ce moment, le thème là qu'on va communiquer, je crois la semaine prochaine, c'est justement notre index EGAPRO, voilà. Parce que ça fait partie d'une information, c'est une information qui est pertinente. C'est une information qui va rassurer aussi toutes les futures candidates qui voudraient venir chez celle-ci pour se dire, tiens, eux, ils ont une politique salariale, ils ont une politique qui fait en sorte que moi, en tant que femme, je ne suis pas mise de côté. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, il y a des actions sur lesquelles on est légitime. On a décidé en 2022 chez celle-ci que c'était l'année de l'océan. C'est normal, on fête l'océan cette année. Il y a énormément d'expositions qui se tiennent en ce moment à La Rochelle, de magnifiques expositions. Et donc, nous, on va proposer tout au long de l'année 2022 des animations. Alors, des animations culinaires, on va faire des dégustations d'huîtres, de la soupe de poisson, enfin, plein de petites choses comme ça. On a des expositions photos qui sont prévues avec l'association Bluetopia. Et on va également faire, alors parce qu'elle est juste à côté, on va faire un nettoyage des plages au mois de mai avec Soft Rider Foundation. Donc c'est un fil rouge qu'on a tout au long de l'année, et on va commencer à communiquer dessus en interne, en disant justement aux collaborateurs, si vous avez des choses que vous voudriez qu'on rajoute dans cette année de l'océan, on le fera volontiers. Et donc, c'est pour nous un axe de communication. On ne peut pas communiquer tous les jours sur la RSE parce que d'abord, nous, on a besoin de communiquer sur celle-ci en tant que même. Donc, il faut trouver des moments. Mais c'est vrai que le fait d'avoir mis en place ce comité RSE,
d'avoir des gens qui sont partie prenante dans ce comité. Ça permet de pouvoir diffuser assez rapidement et de manière efficace toutes les initiatives qu'on a prises, qu'on a envie de prendre et qu'on va améliorer. Donc c'est quelque chose de... La communication externe, c'est important, mais il faut faire extrêmement attention. Quand je vois des grands groupes qui font des communications avec de belles images, voilà, etc. et tout, bon, des fois on peut quand même se poser des questions, quoi. Je pense à des grands groupes pétroliers, etc. Bon, faut pas non plus exagérer, hein, c'est pas non plus des métiers verts. Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous, par exemple, chez SLC, j'ai pas honte à le dire, mais dans notre bilan carbone, parce que là, on va refaire cette année un deuxième bilan carbone, eh ben nous, on a un problème dans notre bilan carbone, c'est le rejet des émissions de gaz à effet de serre concernant nos serveurs, notre empreinte numérique. Donc, ça veut dire, par exemple, que là, c'est un peu... on se mord la queue parce que quelque part, il faut faire connaître en externe sa politique RSE, donc on va utiliser les réseaux sociaux, mais parallèlement à ça, ça va augmenter notre empreinte carbone avec l'utilisation de tous ces réseaux, etc. Donc il faut savoir faire attention, c'est-à-dire de se dire, tiens, je regarde devant ma porte, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer. Et il faut en avoir une clarté. C'est clair que chez celle-ci, on a une croissance extraordinaire d'année après année. Malheureusement, l'empreinte carbone, elle ne va qu'augmenter. Voilà. Après, à partir du moment où l'information est qualitative, précise, avec un périmètre, et que le discours de transparence est honnête et assumé par l'entreprise, nous, ce qu'on dit tous les jours à nos clients, c'est pas grave de pas être bon à partir du moment où c'est identifié. Si encore une fois, c'est pas au top de la priorité, bah, c'est pas grave. Par contre, voilà, on l'a identifié, on le sait, on y travaillera et on l'assume. Et quelque part, c'est peut-être ça, lutter contre le greenwashing. C'est pas faire semblant de traiter tous les sujets, parce qu'une entreprise, c'est compliqué. Être entrepreneur dans le monde 2022, c'est compliqué. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux challenges. Il faut être agile et il faut être, voilà, honnête et transparent et communiquer sur des données extrêmement ciblées, pas n'importe comment, de façon structurée, et diffuser la même information en interne et en externe. Ça, c'est ça le plus important. Je voulais juste clôturer cette conférence sur la fidélisation des salariés en disant qu'en fait, ce qui est passionnant en fait en tant qu'entrepreneur et dans le projet de créer une entreprise, c'est qu'on accompagne les salariés du début jusqu'à la fin. Donc comment on les attire, comment on les fait monter en compétences. Avec nous, on a mis en place tout le système de management bienveillant. On essaye de développer aussi bien les hard skills que les soft skills. Et puis, quelque part, on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie aussi de la vie de l'entreprise. C'est comment on se sépare d'un salarié et comment on lui donne une inspiration pour que lui-même porte ses valeurs dans sa prochaine aventure. Et ça nous est arrivé. On a eu 2 exemples chez Zeil. Et en fait, je trouve ça fantastique de dire que la façon dont on a incarné les valeurs chez Zeil a donné une telle motivation, une telle envie chez nos salariés qu'à un moment donné, ils ont volé des propres ailes. Et ben, c'est aussi ça l'entreprise. C'est aussi ça de montrer que notre modèle est pertinent, que dans notre monde actuel, garder les gens 30 ans, je pense que c'est juste utopique et tant mieux. Voilà, c'est bien. Voilà, on a besoin de c'est comme ça, le monde est actuel. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est ce qu'on a vécu récemment. Et on en a fait une belle aventure. Et c'était, voilà, on est très fiers de ça chez Zeil. Nous, chez celle-ci, c'est vrai que quand des salariés nous quittent, souvent on leur dit vous revenez quand vous voulez, avec de nouvelles expériences et de nouvelles choses à nous apporter. Et ça, je pense que c'est capital aussi de garder ce lien avec ces personnes. Mais bon, chez celle-ci, on a la chance d'avoir, d'ailleurs c'est indiqué sur Zeil, on a un taux de rétention de 3... Non, un taux de churn, j'allais dire, mais un taux de départ de 3%. Donc on a quand même très très peu de collaborateurs qui partent. Mais quand il y a un collaborateur qui part, c'est pas un... Enfin, il faut pas voir ça comme quelque chose de « Ah mon Dieu, c'est triste ». Non, c'est parce qu'il a envie d'évoluer, c'est parce qu'il a des opportunités.
c'est parce qu'il y en a aussi qui changent de mode de vie. Nous, on avait un développeur et il est reparti vivre en Guadeloupe. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Ça peut être des choix de vie, ouais. Voilà, il faut plutôt prendre le bien. Mais ce qui est le plus important, c'est de fidéliser des collaborateurs. Ça, c'est la chose la plus importante parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux, on investit beaucoup sur de la formation, et donc plus un collaborateur va rester, plus il va prendre de la valeur dans l'entreprise et plus il va être performant et surtout, parce que c'est ça qui est très important, c'est que quelque part, c'est lui qui va accueillir tous les petits nouveaux, c'est lui qui va faire le passage de témoins, c'est lui qui va expliquer, voilà, chez celle-ci, il y a une cantine, il y a une salle de sport, regarde, il y a des gros conteneurs pour le tri, etc. et tout. Donc, quelque part, c'est ça qui est extraordinaire. Je voulais juste te dire, là, en ce moment, on est en train de faire donc le plan de mobilité durable. Donc, on a été obligé d'interroger nos salariés. Floriane me disait, on a 93% de réponses. C'est-à-dire, on a quelques salariés qui n'ont pas voulu répondre, mais on a 93% de gens qui ont répondu. Et c'est pareil sur le questionnaire ZEI qu'on envoie à nos salariés et tout. On a de très, très bons retours. Donc, vous m'excuserez l'expression, mais quand je vois ces chiffres, j'ai pas l'impression de pisser dans un violon. Voilà. Sur ces belles paroles. Voilà, on a essayé d'être concret, de vous donner des exemples, de vous parler avec notre cœur sur les problématiques qu'on rencontre et l'importance de mettre en place des projets cohérents du début jusqu'à la fin. Un grand merci à nos amis de celle-ci d'être venus et d'avoir partagé cette expérience. C'est toujours un plaisir et je ne sais pas si vous avez des questions, mais nous serons ravis d'y répondre. Merci. Moi, je vais juste faire un petit coucou à nos amis rochelais et bordelais, voilà, qui nous regardent en ce moment, j'espère. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Okay. Oui, oui. J'ai rejoint en cours de route, donc je ne sais pas si vous avez bien parlé du rapport, dans le bilan carbone, de votre cœur de métier. Est-ce que vous avez une réflexion sur, par exemple, l'extraction des minerais qui permettent d'utiliser les serveurs, qui permettent d'utiliser vos ordinateurs, qui permettent pour aller un peu plus loin. Parlez plus fort. Pour aller un peu plus loin. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Pour aller un peu plus loin dans l'impact finalement des activités de cœur de métier de celle-ci, est-ce que vous avez déjà commencé une démarche qui est sur justement cet impact extraction minerai ou biodiversité peut-être que vous avez déjà parlé. Hein. Alors, on n'est pas allé aussi loin. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que bien sûr, on fait en sorte que notre hébergeur, qui est notre hébergeur principal, qui est un hébergeur en France, respecte bien des normes environnementales. Je pense par exemple au système de refroidissement des serveurs qui sont extrêmement consommateurs d'eau. Donc on regarde ça avec notre hébergeur. Il y a aussi quand même depuis 2009 qu'on a créé ceci, il y a quand même une amélioration technique qui se fait sur le matériel. Mais il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas seulement que nos serveurs. Par exemple, chez celle-ci, depuis 2 ans, on n'achète plus d'ordinateurs. Ce n'est que de la location. C'est-à-dire c'est de la location en leasing. Et quand on avait encore du matériel qui reste et qui devient obsolète, on a Jean-David, qui est notre administrateur réseau, qui va voir s'il ne peut pas récupérer une pièce ou deux pour éventuellement réparer un autre ordinateur. Et quand vraiment on ne peut plus rien faire, eh bien on a l'Université de La Rochelle, à qui on donne une grosse partie de notre parc informatique qui ne fonctionne plus. Et eux s'occupent de le remettre en route et de le proposer à des universitaires qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur. Voilà. Et en plus, ça contribue à l'écosystème, à notre ancrage territorial dans cette magnifique ville qu'est La Rochelle. Merci. En tout cas, si vous avez déjà fait tout ça, une communication sur ça va vous donner encore plus de... On est quand même créé depuis 2009. Donc on a un peu le temps, on a pris le temps de mettre ça en place, même si c'est vrai qu'on a vraiment mis un coup d'accélérateur depuis environ 2 ans. Oui,
Pardon, je voulais juste dire que j'allais poser exactement la même question. En termes de marque employeur, je pense qu'aujourd'hui, quand vous disiez c'est pas grave si c'est pas la top priorité de penser l'impact écologique de notre cœur de métier, bah si aujourd'hui c'est la top priorité et les talents ont besoin de voir ça et même si les dispositifs et les actions de RSE de la vie de tous les jours, le bureau, le tri des déchets, les paniers repas, c'est super. Mais si c'est pas la top priorité de penser l'impact écologique du cœur de métier des entreprises, bah, de plus en plus les talents vont vers ceux pour qui c'est la top priorité. C'est juste ça ce que je voulais dire. Mais du coup, je trouve ça effectivement intéressant que vous ayez mené des actions. Oui, alors nous, c'est vraiment une top priorité. Ouais. C'est vraiment l'environnement. Comme j'expliquais, on est vraiment au bord de l'océan. Donc, on a besoin de garder ce contact avec... je vous rappelle quand même que l'océan, c'est le poumon bleu de la Terre. Hein, c'est-à-dire, sans océan, on aurait du mal à respirer. Donc et l'absorption du CO2. Donc c'est des choses qui sont très importantes, qui sont primordiales. C'est vrai par exemple que quand on est à Paris, on a peut-être un autre regard sur l'environnement que dans une ville comme La Rochelle. Et oui, je suis d'accord, c'est une top priorité sur l'environnement parce que là, manifestement, on ne peut plus attendre. Je pense qu'il y a quand même, on voit quand même beaucoup d'images de catastrophes naturelles qui s'enchaînent les unes aux autres. Donc c'est important. Le social, c'est important. Je crois que c'est très important de respecter, d'avoir du respect pour ses collaborateurs. J'ai connu tellement de patrons qui n'avaient aucun respect pour leurs collaborateurs que ça en est presque insupportable. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment... on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que dans une entreprise, on peut faire fonctionner des collaborateurs en mettant une pression, en faisant des actes de terreur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est très importante parce que le collaborateur, c'est avant tout un être humain. Il passe plus de temps avec nous qu'avec son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Donc il faut vraiment, du matin jusqu'au soir, le préserver. Il y avait une étude qui m'avait fait très très peur en 2014 qui était parue dans le Figaro, qui était vraiment en une, qui disait que 30% des salariés allaient tous les matins avec la boule au ventre. Eh bien ça, c'est pas normal. Voilà, pour compléter, on vous a donné des exemples très focus social, mais sur ZEI, le référentiel environnement, il est pondéré. Par exemple, ZEI, nous, notre contribution, c'est tous les jours dans notre métier, faire en sorte de transformer les business models de nos clients. Et donc, on monitore l'impact qu'on a chez nos clients. C'est notre core business, c'est ce qu'on fait toute la journée, et ça, c'est la top priorité. Mais c'est juste qu'on vous donnait des exemples alternatifs sur tous les référentiels. L'empreinte numérique, quand on est dans la tech, eh ben, on ne peut pas être un bon outil de tech si on n'a pas une empreinte numérique. Après, il y a des actions, on les adresse les unes après les autres. Mais quand on est engagé sur toute la ligne. Et effectivement, on parle de petites actions concrètes qui animent les collaborateurs. Mais c'est, encore une fois, on ne remplace pas ça sur notre core business, qu'on soit très clair à ce niveau-là. Hein. Après, et nos référentiels le prouvent. On peut compenser, c'est vrai que nous, pour compenser un peu cette empreinte numérique, on est passé au zéro papier. On s'est dit, bon bah très bien, on a de la donnée, mais on n'a plus de papier, alors à part le service juridique avec les contrats, mais on ne fournit plus aujourd'hui de papier, de crayon aux collaborateurs, parce que bah, pour nous, c'est notre petit moyen à nous de compenser cette forte empreinte numérique. Merci à tous. On arrive au bout on était ravis en tous les cas d'échanger avec vous et par ce partage d'expérience. Et n'hésitez pas en tous les cas à consulter, allez voir sur le stand de ZEI et puis de consulter les différents engagements sur la page Chelsea. Ouais, alors n'hésitez pas à regarder la plateforme ZEI parce que ça fait 2 ans que je pratique. Elle est très bien faite et surtout ce qui est important, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que tous les indicateurs que vous allez remplir sur l'environnement, le social et la gouvernance, il y en a qui sont obligatoires et qui sont validés par un groupe d'experts chez ZEI, c'est-à-dire on ne met pas n'importe quoi, il faut